Donc toi Aurélien, tu es préparateur physique haut niveau depuis plus de 20 ans. Ouais, on peut même dire conseiller en sciences du sport parce que ça rayonne un peu plus sur la performance finalement. C'est pour ça que maintenant je prends cette espèce de casquette un peu générique de conseiller en sciences du sport, puis la récupération jusqu'à vraiment la préparation physique telle que les gens l'imaginent, en passant par la recherche, l'innovation. C'est ce qu'on dit dans la vie, il faut planter un arbre, faire un enfant et écrire un livre. Bon, moi j'ai 4 enfants au total, j'ai écrit 11 bouquins, il va falloir que j'ai un grand jardin. Salut et bienvenue au Kiwi Business Café, c'est Barbara, j'accompagne depuis 20 ans des dirigeants de start-up en Europe, en Amérique du Partage le micro avec moi. Ah oui, un truc à savoir sur moi, je suis franco-canadienne, alors je vais te tutoyer, comme on le fait au Québec. J'espère que tu passeras un bon moment au Kiwi Business Café. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiwi Business Café. Et aujourd'hui, je reçois Aurélien Broussal-Derval. Salut Aurélien. Eh ben super Barbara, merci de me recevoir, je suis content de venir. Moi, je suis super contente de te recevoir parce que d'habitude, c'est toi qui reçois. Donc aujourd'hui, on va parler de toi pour une fois et on va te découvrir, toi, le grand sportif, toi, le grand entrepreneur du monde du sport, entrepreneur en série, comme j'aime bien le dire. Et puis, ça m'a fait vraiment plaisir parce que ça fait quelques années qu'on se connaît et là, même moi, je vais te découvrir sous un aspect qu'on n'a pas tant discuté ensemble au final, c'est ton parcours vraiment personnel à toi. J'en garde un petit peu sous le pied, j'espère te surprendre un peu alors, parce que écoute. Si c'est tout simple, tu me diras, on coupera au montage et puis c'est tout. Oui, voilà. Après, ça n'a pas l'air tout simple, puis on va déjà démarrer. Je vais essayer de dresser un premier portrait de ton parcours et puis tu complètes parce que je pense que j'aurai pas tout et je vais regarder sur mes petites notes pour pas oublier trop de choses. Donc toi Aurélien, tu es préparateur physique haut niveau depuis plus de 20 ans. Ouais, déjà. C'est ça. Au niveau dans le judo, Ouais, dans tout type de sport en fait. Le judo c'est un de mes sports de base. Et puis j'ai développé des compétences un peu spécifiques dans la prépa physique d'autres sports comme le sport auto, sur lequel finalement j'ai œuvré encore plus longtemps que dans le judo, mais aussi sur le golf, sur le tennis, sur les sports co. Donc c'est vrai que de proche en proche, tu finis par transférer un certain nombre de compétences sur d'autres disciplines. Ok, donc déjà, première casquette, préparateur physique de haut niveau. On peut même dire olympique. Conseiller en sciences du sport, parce que ça rayonne un peu plus sur la performance finalement. Quand on compte les années, j'ai peut-être plus été directeur de la recherche ou de l'aide à la performance que seulement préparateur physique. Donc c'est pour ça que maintenant je prends cette espèce de casquette un peu générique de conseiller en sciences du sport qui me permet de couvrir un petit peu toutes les problématiques auxquelles je suis confronté depuis la récupération jusqu'à vraiment la préparation physique telle que les gens l'imaginent, en passant par la recherche, l'innovation ou une approche peut-être un peu plus systémique au niveau fédéral ou ministériel. Ok. Du coup, conférencier aussi sur ces mêmes sujets. Fatalement, parce que une appétence que j'ai depuis tout jeune, c'est de transmettre, c'est de partager. C'est un petit peu une des valeurs qui nous rassemble d'ailleurs. Et donc j'ai travaillé très très vite à la vulgarisation d'un certain nombre de contenus que je produisais par ailleurs dans mes autres métiers. Et donc effectivement, la conférence fait partie des canaux qu'on utilise pour transmettre des savoirs et vulgariser des compétences. Donc je l'exerce encore et je l'exerçais très tôt, ce métier de conférencier. Une autre façon de partager tout ça, c'est aussi ton organisme de formation. Ouais, qui est un petit peu plus récent, même si moi je fais de la formation depuis des années et des années. Et l'idée, c'est vraiment de créer la meilleure équipe possible pour former les coachs et les kinés de demain. Et ça, c'est depuis à peu près 2020 que j'ai monté cet organisme-là et que j'intensifie là, depuis quelques années maintenant avec mon école de coach à Paris et maintenant en région depuis quelques mois. Donc ça, c'est ton organisme ABD Formation. ABD Formation, ça s'appelle absolument. Ok. Au sein duquel tu as aussi une grosse chaîne de podcasts historique, voilà, et une grosse stratégie dont on en reparlera tout à l'heure au niveau stratégie marketing de tout ça. Une autre casquette, c'est tu as rédigé des livres. Ouais. Toujours en sciences du sport. Une autre façon de partager tes connaissances. Cette corde de vulgarisation et de transmission, en fait. L'écrit recule un peu ces dernières années, mais finalement pas tant que ça. Et la signature d'autorité d'un message, c'est quand même le bouquin. Donc c'est ce qu'on dit dans la vie, il faut
planter un arbre, faire un enfant et écrire un livre. Bon, moi, j'ai 4 enfants au total. J'ai écrit 11 bouquins, il va falloir que j'ai un grand jardin. Du coup. Oui, voilà, il ne manque plus que les arbres, c'est ça. Donc effectivement, 11 livres qui sont distribués partout dans le monde, traduits en une quinzaine de langues différentes. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, rien de moins. Et donc, cette maison d'édition, tu l'as pas montée tout seul, tu l'as montée avec des collègues du CRES. Ouais, bah, c'est le genre d'aventure qu'il faut faire à plusieurs, parce que moi, je suis un auteur, je suis clairement pas un éditeur, je suis toujours pas, pour être honnête. On a recruté ensuite des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, heureusement, dont c'est le métier. Et entre-temps, bah, y a des vrais défis logistiques, de stockage, d'expédition, de référencement, de distribution, de diffusion. Enfin, on rentre dans du produit, en fait, hein, dans de la vente d'objets. Donc d'un seul coup, ça pose un certain nombre de défis qui font que c'est quelque chose qu'on peut difficilement faire seul ou sans argent. Donc, voilà, d'une manière ou d'une autre, il faut trouver des gens qui sont capables de relever ces défis, chacun à leur poste. C'est dans ce contexte-là qu'on s'est associé autour de cette aventure qui dure depuis une douzaine d'années maintenant. Une autre casquette, c'est que tu as été, pour le coup, directeur technique national de la Fédération française d'haltérophilie et peut-être même d'autres fédérations. Alors, pas DTN adjoint. DTN adjoint, pardon. C'est important, ouais, parce qu'il y a eu un vrai DTN qui a un super manager que je salue au passage, Philippe Gess, qui est toujours manager de la Fédé d'haltérophilie musculation, qui est une fédé très importante en France parce qu'elle pilote les diplômes, notamment de toute la branche qu'on connaît très bien des BPGEPS, qui sont les coachs qu'on voit au quotidien dans les salles classiques. Donc c'est vrai que c'est une fédé importante, puisque c'est elle qui est délégataire sur la musculation. Et moi, j'étais DTN adjoint en charge de la formation. J'étais au préalable directeur de l'accompagnement de la performance au volleyball. Donc j'ai fait une olympiade là-dessus aussi, donc là vraiment sur toute la recherche, la performance, toute péritechnico-tactique, on va dire. Donc encore une fois sur la science du sport. Et puis pareil, un poste à rayonnement assez élargi sur les sciences du sport au sein du judo britannique et du judo russe avant, donc qui s'apparente aussi, c'est pas tout à fait le même titre, mais c'est pareil, c'est un peu des postes équivalents de DTN adjoint. Donc ça fait un moment que je suis sur des postes comme ça de gestion de programme et de gestion d'équipe, soit versant formation, soit versant performance pour les fédérations. Et tes casquettes s'arrêtent toujours pas là, hein, on n'a pas fini ton parcours encore. Tu as aussi été Chief Marketing Officer de Kinvent, qui est une start-up montpelliéraine et qui fait des solutions de capteurs connectés pour les kinésithérapeutes. Ouais, et pas que, aussi pour les coachs et les préparateurs physiques, ouais. Ben, c'est ça, ça c'est l'aboutissement un peu de ma deuxième vie, de ma deuxième passion, puisque encore plus qu'entrepreneur, je pense que je suis marketeur en vrai. Et même si moi, ma formation initiale, c'est vraiment les sciences du sport, et j'ai 2 masters en sciences du sport, et ensuite professeur de sport. En parallèle de ça, mon parcours d'entrepreneur m'a amené à développer des vraies compétences marketing, et c'est ce qui m'a toujours permis de me démarquer dans les milieux sport et santé de la concurrence. Et donc, peu à peu, j'ai développé ces compétences, ces savoir-faire. J'ai fait des formations en ligne, j'ai fait un peu l'autodidacte aussi, et ensuite j'ai expérimenté beaucoup de choses. Et donc, de fil en aiguille, cette compétence ultra spécifique de marketeur, technicien du sport et de la santé, m'a amené effectivement à être identifié comme une ressource intéressante pour Kinvent, qui est en train de devenir l'acteur de la mesure en sciences du sport et de la santé en général, du mouvement, quoi. Donc, hyper intéressant, et on a collaboré un petit peu là-dessus, c'était passionnant. Et donc je reste très impliqué là-dessus, puisque je continue à faire du conseil aujourd'hui en la matière, soit auprès des fédérations, soit auprès des sociétés qui auraient des besoins vraiment, et on sait que dans le milieu de la santé, il y a des besoins de modernisation des messages et des process, et qu'ils ont des vrais réflexes du monde d'avant, on va dire, du monde avant le marketing digital, avant le inbound marketing, avant la création de valeur, et Dieu sait qu'ils en ont à partager. Et donc c'est fantastique, parce que là on est assis sur un trésor de partage qui derrière se transforme en activité économique, et en fait c'est là que du coup mes 2 chemins
se rejoignent, puisque d'un côté, il y a le contenu et la vraie valeur du message que l'on transmet, et de l'autre, il y a la façon de le transmettre. Et quand on a les deux, je pense que là, on arrive à faire des trucs très très sympas aujourd'hui avec les outils qui sont mis à notre disposition. Tout à fait. Comme tu dis, le point commun de tout ça, c'est quand même, ça reste surtout en toi l'envie de partager. En fait, ça semble être vraiment la colonne vertébrale de tout ton parcours, c'est l'envie de partager tout ce que tu sais, tout ce que tu apprends au fur et à mesure des années. Et c'est juste qu'au niveau marketing, la finalité est différente, c'est faire croître une entreprise, voilà, mais ça reste... Mais le chemin est tout à fait compatible. Oui, tout à fait. Et de plus en plus. Ouais. Ça n'a pas forcément toujours été. Aujourd'hui, on a un environnement qui est très favorable, depuis les outils jusqu'aux bonnes pratiques, à ce type de marketing-là. Est-ce que ça durera pour toujours? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est dans une tendance comme ça, où la transmission de valeur est un petit peu au cœur des process. Oui, puis au-delà des tendances, je pense que ça correspond à un réel besoin d'authenticité. Ouais. Je pense que les marques, maintenant, elles ont un gros défi de se montrer vraiment hyper authentiques, de montrer l'envers du décor, de montrer ce qu'elles savent réellement. Et le marché, les clients ont besoin de sentir ça pour devenir maintenant clients. J'ai l'impression, moi en tout cas, qu'il y a une façon de consommer qui est quand même différente. Que ce soit sur le milieu consommateur ou professionnel, et encore plus professionnel. Une dernière casquette dont on n'a pas parlé, c'est que tu as aussi une salle de sport à Vincennes. Charenton, ouais. Charenton. Je l'ai eu pendant longtemps à Vincennes, puisque je dirigeais le Cercle Tissier, qui est un grand centre d'arts martiaux et de fitness. Et aujourd'hui, j'ai un studio de coaching qui s'appelle Fit Health Station, qui est donc à Charenton, Le Pont, en région parisienne. Et du coup, peut-être une dernière casquette à laquelle tu me fais penser en parlant, c'est ce côté influenceur au final, parce que toi, étant grand communicant autour de tous ces projets-là, tu commences à être pas mal connu. Il y a des gens qui t'arrêtent dans la rue, qui te connaissent. Et donc, tu as peut-être aussi cette casquette d'influenceur sollicité par des marques qui veulent se faire connaître dans le monde du sport. Alors, on aime à distinguer désormais, tu sais, les différents profils sur les réseaux sociaux. Et donc, il est un peu communément admis maintenant que l'influenceur est un peu différent du créateur de contenu strict. Moi, c'est vraiment ça mon métier. C'est vraiment de créer du contenu à forte valeur ajoutée et ensuite de le diffuser. Donc finalement, c'est une casquette qui est dans la continuité directe de ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, puisque j'ai commencé par des articles dans la presse, on aurait pu dire ça aussi, je chronique toujours beaucoup dans les magazines de sport. J'ai agrégé tout ça dans des livres, dans des ouvrages papier classiques. Et puis, à mesure que les nouveaux médias se sont développés, il était assez logique que je bascule sur de l'audio et de la vidéo. Surtout que souvent, l'audio et la vidéo sont soutenus par des captions qui restent écrites et voilà, des articles pour le référencement naturel des choses. Donc moi, ce marketing d'influence, si on le regroupe sous ce terme-là, reste avant tout un espace où je diffuse une information. Donc, je ne peux pas travestir cette information, je ne peux pas vendre tout et n'importe quoi. Je ne suis pas la bonne personne pour vendre des sacs à main, évidemment, et du vernis à ongles. Ça, c'est évident. Mais au-delà de ça, dans le matériel de sport, je ne peux valider des choses avec lesquelles je m'entraîne ou que j'utilise moi au quotidien. Donc, ça restreint quand même l'activité économique que je pourrais générer autour de ça, parce que sinon, j'affaiblis la parole. Tout à fait. Si je diffuse tout et n'importe quoi. Donc du coup, je prends que quelques partenaires. Et en revanche, l'économie que j'arrive à générer derrière cette action qui, à la base, part d'une bonne intention de partager des choses, très bien. C'est bien si on arrive à en vivre quand même, à un moment donné. L'économie derrière, c'est justement mes formations, mes programmes en ligne, éventuellement l'accès à ma salle. Tout à fait. Donc au final, toi, tu as bâti vraiment un écosystème c'est des vases communicants, en fait, toutes tes entreprises aujourd'hui. Parce qu'en fait, tu en as 4 ou 5 en parallèle. En fait, tu as l'organisme de formation, la salle de sport, toute ta stratégie de production de contenu, donc la maison d'édition, les livres, ton côté conférencier, consulting aussi en stratégie de communication sur le marketing digital, etc. Tout ça se sert beaucoup S'entre-nourrit, bien sûr. Voilà, s'entre-nourrit. Donc c'est dans ce sens-là où je parlais d'entrepreneuriat en série. C'est peut-être plus un écosystème d'entrepreneuriat. Ouais. Dans ce sens-là où t'as vraiment créé ton écosystème d'entreprise.
Et ta petite microéconomie, en fait, à toi, Aurélien Monsal. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que tu as développé, déployé autant de projets différents, foncé dans les opportunités? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à jongler avec tous ces projets en même temps? Ouais, alors je pense que c'est sûr que dès le départ, il y a un terreau fertile, voilà, il y a un profil. Mais au tout départ, il y a effectivement une nature de gamin qui faisait plusieurs sports en compétition, et une nature de gamin qui faisait plusieurs études à la fois. J'ai passé mon BE, mon diplôme à l'époque, on appelait ça un brevet d'État à l'époque, d'éducateur sportif à 16 ans sur dérogation en même temps que mon bac français. Ensuite, j'ai passé 2 masters en même temps, puis j'ai passé 2 concours en même temps, l'agrégation et le professorat de sport. C'est pas d'hier, quoi. J'ai toujours eu un peu cette tendance, voilà. Et quand j'étais gamin, que je faisais les premières gamins, quand j'avais une vingtaine d'années, et que je faisais mes premières armes en préparation physique auprès d'équipes de France. En même temps, je travaillais déjà dans l'événementiel en boîte de nuit, comme ça. D'accord, je connaissais pas cette casquette-là. On a tous eu notre période. Voilà, moi, je l'ai tout de suite mis à profit. Et encore une fois, j'avais envie de faire mon truc à moi, mes soirées, moi. Mais voilà, bref. Quand on a fait ça 3-4 ans, les bases de l'événementiel, je les ai apprises à ce moment-là, et probablement de la communication visuelle en général et certains réflexes marketing que j'ai développés à ce moment-là aussi. Donc j'ai toujours eu un peu ce double projet qui devient un jour un triple projet, qui devient un jour un quadruple projet. Donc il y a des projets qu'on garde pas parce qu'ils sont trop loin, trop éloignés. Évidemment que la boîte de nuit n'a aucune synergie, très peu. Il pourrait y avoir encore quand on voit comment ça s'est passé au Club France aux Jeux Olympiques, il y a des synergies. Mais évidemment que dans mon écosystème, ça n'a pas sa place. Donc au bout d'un moment, on passe à autre chose. C'était juste un temps de vie. Et puis il y a d'autres choses qui vont rester et qui vont encore une fois prendre des raccourcis parce que aidés par d'autres grandes sœurs, d'autres entreprises grandes sœurs, et inversement, qui une fois qu'elles vont avoir grossi, vont permettre aux autres de continuer à perdurer alors qu'elles seraient peut-être un peu larguées dans un autre monde isolé. Donc finalement, le système devient de plus en plus facilement productif. Et là où tu sais ce que c'est quand tu passes dans différentes structures, tu as des gens qui comprennent pas, qui disent mais c'est pas possible, forcément tu triches, forcément tu travailles pas à droite, et puis oui et non, bien sûr qu'on triche, bien sûr qu'à un moment donné on travaille en équipe. Évidemment que sans équipe, si t'es pas à gauche parce que t'es à droite, à gauche il se passe plus rien. Donc pour autant, c'est pas forcément tricher. C'est tricher d'un point de vue où effectivement c'est pas toi qui fais le job à ce moment-là. Mais peut-être que tu as mis en place un certain nombre pour déléguer. de ponts, de passerelles, de systèmes qui vont permettre au système de s'affranchir de toi quelque part, hein, au moins l'espace d'un instant. Et puis encore une fois, énormément de synergie. Quand tu crées du contenu, que tu t'appuies non plus sur 2 articles, mais sur 11 livres en plusieurs langues, évidemment, ça devient extrêmement facile. Moi, j'ai pas besoin de ChatGPT pour sortir un article par semaine, tu vois. Ces problèmes-là ne me touchent pas, moi, du tout. Et une fois que j'ai un article par semaine, je peux décliner un podcast par jour, si j'en ai envie. C'est juste une question de temps d'enregistrement à la fin. C'est le seul problème que j'ai, le seul défi que j'ai. Moi, j'ai pas de problème de contenu comme la plupart de mes concurrents. Tu vois. Donc, finalement, tout ça se crée au fil des ans et te permet derrière d'avoir un écosystème qui est très robuste et qui, en fait, c'est juste un même métier qui se décline sous différentes ramifications et qui, elles, s'entre-nourrissent les unes les autres, en fait. Dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est vraiment que tu tiens à faire les choses vraiment à ta façon et à pas te laisser influencer. Ouais, c'est quelque chose qui est important pour moi, qui a et je pense un point fort, parce que ça permet de se distinguer dans un monde qui est très codifié. Hein. Et le monde du sport est très codifié, le monde de la santé encore plus. Mais parfois ça joue des tours. Ça joue des tours aussi parce que s'il y a des codes, des fois il faut les respecter. C'est pas pour rien. Des fois c'est parce que ça pose d'autres problèmes, des fois c'est parce que les gens sont conservateurs de ces codes-là, il faut le respecter, il faut faire attention, il faut pas disrupter à tout prix. Moi j'étais très disrupteur. J'aimais bien. Ça t'a posé problème déjà ? Assez régulièrement. Et un bon exemple, c'est par exemple quand j'ai commencé à prendre la parole sur les réseaux sociaux, mon premier réflexe, c'était de diffuser mon message tel qu'il m'intéresse moi. Mais ça, c'est une faute de marketing de base. J'ai fait une erreur de débutant de marketing, alors je sais très bien.
C'est que je fais en fonction de ce qui m'intéresse moi, pas en fonction de ce qui intéresse les gens qui m'écoutent. Et honnêtement, les réseaux sociaux ne sont pas injustes. Souvent, les gens disent « Ah, je suis blacklisté par l'algorithme, je comprends pas, ça ne marche pas, c'est pas juste, lui, il fait un truc qui est nul et pourtant, il fait des milliers de vues. » Bon, parfois, il y a un peu de chance, ok, parfois, on est partagé par des relais qui font rouler la boule, ok, mais globalement, l'algorithme est quand même assez bien fichu. Et donc, il attend, l'algorithme, que vous fassiez ce que les gens aiment voir, en fait. Plus que jamais, parce que d'habitude, ce sont des gens qui imaginent ce que les gens aiment voir et qui le mesurent a posteriori avec de l'audimat, avec des stats a posteriori sur des échantillons témoins, etc. C'était pas hyper précis quand même quand on faisait de la pub à la télé, par exemple, ou au cinéma, tu vois. Tout à fait. C'était à l'époque marketing un peu au doigt mouillé quand même. Là, aujourd'hui, on est sorti de ça. Aujourd'hui, on a un algo auquel il faut répondre, pas hyper limpide dans son fonctionnement, sinon ce serait un peu trop facile, mais qui quand même, à la fin, favorise ce que les gens regardent. Et donc, si on a un message marketing qui passe pas, il faut se remettre en question. Il faut se challenger, se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour que le truc soit mieux compris, mieux entendu, mieux diffusé? Est-ce qu'il faut que je le simplifie? Il faut que je le complexifie, je le raccourcisse, je l'allonge? Que font les autres? Et c'est là que, par exemple, moi, j'étais très auto-centré, très centré sur vraiment mon message, l'expertise, la qualité prévaut sur tout. Comme c'est moi le meilleur à ce que je fais, les gens vont adhérer, suivre, adorer. Non, c'est faux. Il y a plein de gens qui ne vont pas comprendre parce que c'est trop technique. Il y a plein de gens qui ne vont pas aimer parce que c'est loin de ce qu'ils ont envie d'écouter tout de suite. Ça ne répond pas à des problématiques. Erreur marketing de base. Et donc, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait sur YouTube et sur Instagram. Et je l'ai fait assez récemment, ça. Il s'est passé 4 ou 5 ans avant que je me dise, bon, au fond, ils regardent quoi les gens en vrai sur Instagram? Qu'est-ce qui les intéresse vraiment? Qu'est-ce que tu as conclu, Alain? Ah bah que ma chaîne était pourrie. Quand même pas, tu as fait du chemin en 4-5 ans avec une chaîne quand même qui a pourri. Oui, mais depuis qu'on a remis l'église au milieu du village, on a une croissance à 2 chiffres alors qu'on avait une croissance tout juste stable à 0,2% de prise de followers. Alors évidemment, on a mis plus d'énergie aussi à mesure qu'on se développait sur certains créneaux comme la formation où il fallait vraiment qu'on soit très exposé. C'était moins important à une époque qu'à une autre. Mais n'empêche que, en étant moins centré sur le contenu et la qualité du message et un peu plus sur l'emballage, en faisant un peu plus de marketing, un tout petit peu moins de technique, il fallait peut-être rééquilibrer un petit peu le truc, tu vois, pour trouver le juste ton, sans se perdre non plus dans du mainstream, parce que là, ce serait une autre erreur en marketing de base, ce serait perdre sa cible initiale et son audience initiale au profit d'un autre projet. Ça peut être intéressant à un moment donné de faire de la télé sur France Télévisions, c'est un autre projet, mais on change de métier. On change de métier, on change de contenu, on change de message, et à la fin, évidemment, on vend plus des formations de coach professionnels. Voilà, à la fin, il faut vendre des bouquins pour plus avoir mal au dos. C'est un autre délire. Et c'est quel curseur du coup que tu as ajusté qui fait vraiment une différence dans tes contenus? J'ai raccourci un petit peu les contenus, j'ai annoncé la valeur plus tôt. C'est-à-dire que ça, c'était quelque chose qui était important, je pense. Moins de suspense. Ouais, j'avais tendance à faire, moi, un livre d'espionnage. Tu vois, j'avais tendance à faire un truc à toute fin, on vous explique pourquoi l'acide lactique n'existe pas. Alors, il faut toujours garder cette fin où voilà. Mais il faut le dire au début. Il faut dire, restez bien avec nous à la fin, on vous explique pourquoi. Et entre-temps, vous aurez appris ça, ça, ça et ça. Parce que sinon, les gens se barrent. Ouais. Donc, du coup, bon, c'est un lieu commun que je donne là, mais il y a plein de petites astuces comme ça, pédagogiques, qui sont vraiment liées en apparence à l'algorithme. Mais en apparence seulement. En réalité, c'est lié à la nature humaine. Tout à fait. J'ai longtemps considéré aussi que j'étais conférencier sur les réseaux sociaux. Donc je me comportais comme un conférencier. Conférencier, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur une estrade, il parle, les gens l'écoutent. Et si il était brillant, les gens l'applaudissent. Et ça, c'est cool. C'est à sens unique. C'est facile. Ils sont captifs. Ils sont coincés, ils sont dans la pièce. Au mieux, ils sortent. Mais ils osent pas. Et en général, ils osent pas. Pire que ça, en général, ils ont payé pour ça. Comme dirait un bon ami à moi, ils vont rester juste pour pas reconnaître qu'en plus, ils ont payé pour un spectacle trop nul. C'est le syndrome Tesla, pareil. Donc, moi, mon comportement est un peu celui-ci, tu vois, de déverser du contenu sur un réseau
auxquels des gens allaient souscrire parce que après tout, je suis le meilleur. Non, parce que c'est toi. Voilà. Là, je pêchais pas par faute de marketing, je pêchais par arrogance, évidemment. J'ai oublié que j'étais dans une soirée. Et dans une soirée, si tu parles à personne, et que tu parles tout seul, et personne te parle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là aussi, c'est pas de l'algorithme, en fait. Évidemment que l'algorithme, il favorise les gens qui vont aller s'intéresser au compte des autres, liker, commenter, prendre position sur le compte des autres, répondre à leurs propres commentaires. Et évidemment, ça, c'est une question de politesse, même plus de l'algorithme. Mais au-delà de ça, c'est les gens eux-mêmes qui vont valoriser ça. C'est les gens eux-mêmes qui vont te voir, qui vont te détecter, qui vont interagir. Peut-être tu vas les mettre en colère, peut-être tu vas les toucher, peut-être tu vas les faire rire. Mais en tout cas, ils vont te voir, ils vont t'entendre, et à leur tour, ils viendront prendre la parole sur ta page, et ça va nourrir l'algorithme. Donc pendant longtemps aussi, j'étais un petit peu auto-centré, comme ça, à déverser dans un sens. Parfois ça marche, quand on a la matière première fantastique, tu fais une vidéo avec... un pilote de Formule 1 que tout le monde veut voir, etc. Et là, t'es sur ton estrade. Tu vois, t'es pas vraiment dans une soirée. 90% du temps, t'es dans une soirée où tout le monde est au même niveau, voire même, il y a des gens qui n'ont pas le même contenu que toi, ni la même expertise, mais qui sont venus plein de fois à cette soirée et qui ont parlé à tout le monde, et c'est les stars de la soirée. Et donc, finalement, que tu le veuilles ou non, eux, ils ont 4 fois plus de followers que toi, 4 fois plus d'engagement, 4 fois plus d'interaction. Ils ont une espèce de sens de l'humour que tu comprends pas forcément, voilà, peut-être générationnel des fois, etc. Voilà. Donc, et puis, quand on est quarantenaire sur les réseaux sociaux, il faut cravacher d'autant plus. Parce que tu pars pas avec une base de... T'es pas le plus cool en soirée. Alors déjà, t'es pas le plus cool en soirée. Déjà, t'es un ringard, t'es un boomer. Premier problème. Deuxième problème, et là, c'est pas que algorithmique, c'est mathématique. Un digital natif. Il a fait tout son collège avec un smartphone et tous les réseaux sociaux qu'on connaît. Donc à chaque classe, il côtoie environ 200 élèves, au moins, qui se follow tous les uns les autres. Ça, tous les ans. Donc, il prend la parole juste pour commenter son match de foot au JO, et il a déjà, lui, un engagement de dingue, juste parce que c'est sa communauté proche qui interagit. Nous, au mieux, ils sont encore sur Facebook. Au mieux. Mais la plupart du temps, ils sont peu connectés. Et quand ils le sont, ils sont pas réactifs comme cette génération-là. Donc on part avec des gamins de 20 ans de moins avec un énorme handicap. Donc il faut d'autant plus faire le mignon en soirée et aller parler à tout le monde et rincer un peu. Hein. Il faut aller payer des coups à droite à gauche pour créer un minimum de tissu social pour ensuite être intégré dans la soirée. De toute manière, les contenus évoluent, il y a des choses qui se faisaient, qui se font plus. Tu te rappelles, à un moment donné, on faisait de l'écran vert à tout va, il fallait faire du détourage écran vert. Mon écran vert, évidemment, il prend la poussière, désormais c'est fini, tu fais plus du tout ça. Dans 2 ans, les néons, ce sera ringard que ça en peut plus. Voilà, il y a des codes comme ça qui évoluent au fur et à mesure. Là, aujourd'hui, on a des casques. Probablement que ce contenu visuel sera plus fonctionnel d'ici 2 ou 3 ans. On n'aura plus ces systèmes de casques, peut-être ce sera des petites oreillettes, un retour très simple. On ne sait pas, en tout cas, les codes évoluent, il faut les suivre, sinon on devient très ringard, et très vite. Et à moins d'avoir vraiment une communauté déjà très sécurisée, préétablie, c'est comme, je sais pas, comme des grosses vedettes de télé ou de ciné. C'est très très dur de faire du contenu randomisé sur ces sujets-là, quoi. Il faut vraiment suivre les courants, et c'est là que je reviens un petit peu à ce qu'on se disait au départ de cette discussion-là, c'est que finalement, être trop disruptif parfois, ça peut se retourner contre toi, tu vois. Oui, bien sûr. Mais après, ce que j'entends aussi, c'est que malgré tout, tu surfes, entre guillemets, sur un fond de science que tu as depuis toujours, au travers notamment des 11 livres, etc. C'est une science qui sans doute évolue aussi, et tu l'as fait évoluer, bien entendu, mais au niveau du fond de toute ta connaissance, c'est relativement la même, c'est plus le format que tu fais évoluer. T'as parlé beaucoup d'exemples d'images qui changent, nos casques, etc., les fonds. On sait qu'aujourd'hui, il y a des stories qui marchent très bien, c'est des stories qui sont assez moches, en fait. Au niveau esthétique, c'est pas esthétique, mais ça fait authentique, par contre. Et en ce moment, ça marche mieux qu'une image hyper belle, un décor très épuré où on sait qu'il y a de l'artificiel, parce qu'on vit pas tous dans une maison ultra bien rangée, n'est-ce pas, instagrammable. Donc oui, voilà, c'est plus le format qui change, mais toi, ton fond, c'est beaucoup, entre guillemets, de recyclage. Ouais, c'est une autre manière de présenter les choses.
Et puis après, rebelote sur le schéma narratif pour YouTube, pour Instagram. Il faut que j'arrive à trouver le bon format pour TikTok aussi. Pour l'instant, j'ai pas mon audience dessus, c'est encore un peu trop jeune sur les thématiques sur lesquelles j'interviens. Donc il faudrait que j'imagine encore autre chose. Après, on a des journées qui font ce qu'elles font, mais et j'en aurai d'autres des défis comme ça. Tu vois, ça n'arrêtera jamais. Et c'est assez cool d'un autre côté de se poser j'appelle ça vraiment des comités éditoriaux. On se pose en brainstorming éditorial. Qu'est-ce que les gens attendent? Qu'est-ce qu'on fait du coup? Alors ça, c'est un sujet que je voulais aborder justement avec toi parce que du coup, des contenus, t'en fais énormément, tu les fais évoluer, etc. Ça prend quelle forme ton processus de création de contenu? Tes comités éditoriaux, sur quelle fréquence? On rentre vraiment dans un concret de gestion de projet. Mais je serais curieuse de savoir, c'est composé de qui? Quel profil tu mets autour de la table? Combien de fois tu les réunis? Sur quelle base vous discutez? Combien de temps ça dure? Quel est l'output? Alors tout part d'un footing, toujours. D'un footing? Ouais. C'est quoi un footing? Footing, une partie courir. Ouais, c'est vrai que c'est un mot anglais-français, ça. Mais c'est vraiment le footing d'un jogging, en fait. D'un jogging, la si course. Tu veux parler en mode... Okay. Le vrai mot, c'est jogging, mais en France, c'est un jogging, c'est un survêtement. Et le footing n'existe pas du tout. C'est un mot qui n'existe pas en anglais, c'est drôle. Mais effectivement, tout part d'un run, voilà, pour parler 2024. Qui part courir? Et moi, quand je pars courir, d'un seul coup, il y a plein de trucs qui se mettent en... Tu pars tout seul? Je réfléchis beaucoup, plein d'axes, Puis je reviens, je prends quelques notes, toujours. Au retour. Quelques notes qui reviennent, ouais. Et là, éventuellement, quand c'est vraiment chaud, je les enregistre sur mon téléphone en cours. Et à partir de là, je provoque des discussions avec différentes personnes. Et j'aime bien des discussions un peu fermées. Je suis pas très... sur ces choses-là, je suis pas très brainstorming avec plein de gens qui disent plein de choses, parce que ça me perd. Je m'égare par rapport à mes premiers instincts, premières idées, tu vois. Donc j'aime bien, dans un premier temps, confronter ces quelques intuitions avec 2 ou 3 personnes clés, qui sont pas toujours les mêmes, ça dépend vraiment du contenu. Alors il y en a quand même qui sont récurrentes, je parlais d'Alexis tout à l'heure, lui c'est vraiment une des personnes avec lesquelles je collabore beaucoup là-dessus, parce qu'il a une vision complémentaire à la mienne, de par son âge différent, de par son œil à la fois naïf, parce qu'il n'est pas aussi engagé sur les histoires de sciences du sport que moi, même s'il a un cursus sportif aussi, et en même temps, il commence à bien maîtriser le sujet. Donc c'est un bon complément. Par contre, après, je vais solliciter, je sais pas si c'est un truc sur la prévention ou la blessure, je vais solliciter un ou 2 kinés, tu vois. Je vais discuter avec eux, essayer de prendre un peu la température. Donc ton réseau. Ouais, c'est ça. Beaucoup de réseaux. Et puis des fois, des gens que je connais pas. Des gens en ligne qui vont m'écrire pour me remercier. Souvent, il y en a plein qui écrivent, c'est assez sympa d'ailleurs, pour remercier du contenu, pour dire « Ah, j'ai aimé ça et pas ça ». Et là, j'en profite. Je rentre dans une discussion avec eux, je leur dis « Mais alors justement, t'as aimé ça ? Qu'est-ce que t'aimerais voir d'autre ? Tiens, j'ai eu cette idée-là, qu'en penses-tu ? Comment pourrions-nous la développer ? » Et parfois, ça va jusqu'à on s'appelle, parlons-en. Et du coup, peu à peu, je construis comme ça un petit peu mon intuition, puis très très vite, en général, je la challenge. Je la challenge par quelque chose de concret, on y va, on le fait. Ok, tu la testes vraiment live. On le fait, voilà. J'aime bien le Gay, mon vidéaste, qui me dit « Écoute, on le fait ». Voilà, c'est un peu sa phrase, on le fait. Okay. Puis on voit. Et c'est beaucoup ça, les réseaux aujourd'hui, c'est beaucoup du test and learn. On teste le truc. Et là, une fois qu'on a une matière première comme ça, qui est déjà quand même assez aboutie, tu vois, on n'est pas parti de rien, on n'est pas parti juste de mon footing. On a élaboré dessus, on a tenté une première chose, on l'a lancé, on a déjà des stats. Et là, on fait un brainstorm. Là, on se pose à plusieurs et on gamberge. Là, on pose des trucs, on le torture, on le martyrise et on voit vers où ça va ensuite. Mais l'idée qui sort de ton footing, est-ce que c'est un axe de com que tu peux tourner pendant 6 mois où tu as eu l'idée qui est plus un projet vraiment long terme, ou bien c'est une idée d'un post ou d'un réel en particulier, ou un mélange de tout ça ? Ouais, c'est un mélange de tout ça. D'accord. Là, on parle surtout des grands concepts et du parcours de grands concepts. Quand c'est une idée de post, là, il y a moins d'enjeux, donc il y a un tel volume à faire, et de toute façon, on prend des caisses et des succès, quoi qu'il arrive, qu'au fond, là, on débat pas. On a un thème qui pop comme ça. En général, ça sort pas vraiment de notre esprit. On croit, mais en général, les idées, elles sont partout autour de nous.
on les voit à la télé, on les entend à la radio, en passant dans un magasin, en discutant, machin. Puis à la fin, d'un seul coup, il y a un truc qui se matérialise. Et en fait, sans le savoir, on a fait une espèce de plagiat évolué d'un truc qui mature depuis un petit moment. Et pof, ça sort une idée. Tiens, si je faisais un truc sur la récupération du mollet. Bon, et là, juste, tu le planifies dans ton calendrier de publication. Ouais. Éventuellement, si c'est un sujet un peu technique, on peut demander, on a besoin de... Voilà, sur certains sujets, j'ai besoin de me mettre à jour, d'aller chercher de la science, donc je vais peut-être contacter des partenaires, des collègues, d'anciens professeurs qui restent toujours des professeurs, tu vois, des mentors. Voilà, on va chercher du savoir, on prépare un peu certains contenus, mais en réalité, par contre, la nature de la ligne éditoriale, elle a été développée en amont sur le format, sur les grandes thématiques et sur ce qu'on cherche à la fin à diffuser comme information. On s'autorise à s'en écarter, mais bon, à la fin, on a quand même des trucs à vendre pour les coachs, sur la récupération, sur la puissance, sur la respiration. Donc, on va pas parler des trucs qui n'ont aucun rapport. Vu tout ce qu'on a à dire, on va essayer de rester centré sur ce qui nous arrange. Oui, puis tu as beaucoup d'objectifs marketing, donc tu peux rester aligné avec tes objectifs marketing. Ouais. Ça te permet quand même d'avoir une grande variété en termes d'axes de communication, de nature. Par exemple, dans le sport, un truc qui nourrit bien l'algorithme, c'est de parler de politique, c'est de parler, là, tu vois, tu prenais la parole sur le wokisme dans la cérémonie d'ouverture, tu fais un carton en termes d'algorithme et de ce qu'attendent les gens. Moi, je suis pas attendu là-dessus, ça m'avance à rien de parler de ça, à part à un moment donné de nourrir un petit peu le débat je prends pas la parole très très rarement sur des trucs politiques, tu vois. Et puis ça risque de décevoir même ton audience parce qu'ils t'attendent pas là. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment que tu sois cohérent par rapport à ce qu'ils attendent de toi. Donc du coup, on a tellement de trucs à dire, si tu veux, sur les sciences du sport fondamentales, que voilà, notre ligne éditoriale, elle est assez claire en la matière, et elle est encore une fois cadrée par les canaux et par les formats qu'on y déploie. Hormis ton réseau de contacts du coup que tu consultes pour challenger tes idées au tout départ de l'idée, c'est une équipe, ça représente une équipe de combien de personnes pour ta stratégie de contenu ? En réalité, on est 3 à vraiment travailler là-dessus aux éditions, aux formations, excuse-moi. Et j'ai une personne complémentaire aux éditions. D'accord. Et donc ça, voilà. Mais tout le monde n'interagit pas sur le même niveau et sur tous les mêmes sujets en fait. Il y a des sujets qui se prêtent à ce que tout le monde soit autour de la table, d'autres qui est une seule personne, d'autres deux équipes différentes, tu vois. Donc voilà, je m'autorise un peu toutes les possibilités là-dessus. Mais t'as un groupe projet de 4 personnes. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Okay. Voilà. Il y a 2 marketeurs, créateurs de contenu qui œuvrent, chez Fortrainer, un chez Fortrainer Édition et puis un chez ABD Formation. Et à côté de ça, un responsable pédagogique, tu vois, qui est évidemment pas d'une sensibilité marketing, mais qui est le garant, lui, de l'axe pédagogique, des messages qu'on va diffuser et in fine de ce qu'on va proposer dans nos formations. Donc tu vois, c'est un peu une cohérence. Puis moi, je suis un peu le druide dans tout ça, tu vois. J'ai l'idée, ensuite j'ai les ressources, et on met tout ça en musique, tous ensemble. Je voudrais profiter de ton expertise du sport, de la préparation mentale, de ton observation des athlètes, enfin bref, tu vois ce que je veux dire, la mentalité du sport. Quelles sont les leçons du sport, de la compétition, qu'on pourrait transposer à l'univers de l'entreprise quand on est dirigeant ? Parce qu'on parlait justement juste avant du fait que ça peut être très compliqué pendant 5-10 ans. Je pense qu'un athlète, c'est pareil, dans la préparation, ça peut être très compliqué au départ. Il faut s'accrocher. Donc il peut y avoir, je pense, des parallèles. Est-ce que toi, il y a des principes vraiment, en tant que dans la science du sport en tant que telle, qu'on pourrait essayer d'appliquer au quotidien dans nos vies de dirigeants pour le projet d'entreprise ? Alors, un truc qui, moi, m'a beaucoup structuré par le sport, et qui me structure probablement encore, c'est l'apprentissage de la défaite. Et on voit toujours le sport comme une école à gagner, et tout le monde est persuadé que les champions sont des gens qui gagnent tout le temps. Il y a quelques champions qui gagnent tout le temps. Un champion de sprint comme Usain Bolt, il n'a pas dû perdre beaucoup dans sa life. Il est né rapide, et il est devenu sprinter
C'est assez logique. Et voilà, le mec, c'est le Flash, personne ne l'a jamais battu. C'est tant mieux pour lui. C'est quand même très rare. L'immense majorité des sportifs que j'ai pu côtoyer ont passé l'immense majorité de leur carrière à perdre. Et une place de premier, une place de deuxième, déjà, t'es pas premier. Prends le problème dans tous les sens, t'es pas premier. Troisième, c'est encore pire. Au pied du podium, c'est la catastrophe. Tout le reste derrière, c'est simple. Ils sont sortis très tôt dans la compétition. Ils ont récupéré leur dimanche après-midi tranquille. Ça, c'est 90% du temps. Hein. C'est la réalité, c'est que tu perds. Oh, tu gagnes. Tu vois, c'est ça la réalité du sport. Et ça, personne ne le rappelle jamais. Et je pense que c'est hyper important, hyper structurant. Et moi, typiquement, j'étais très bon élève. Globalement, je suis un besogneux, donc même quand c'est dur, à la fin, je gagne. Tu vois, en fait, je pense que si j'avais pas fait le sport, j'aurais pas perdu. Tu vois, j'ai jamais raté d'examen, j'ai jamais raté de concours. En fait, c'est le sport qui m'a appris à fermer ma grande gueule. Tu vois, c'est le sport qui à un moment donné m'a remis à ma place de mec. T'es un mec parmi d'autres, tu gagnes, tu perds comme tout le monde. Et le fait est que quand on est bon à l'école, qu'on vient je viens pas d'une famille aisée, mais enfin, on a toujours tout fait pour que je puisse réussir. Si tu veux, j'ai aucun problème, aucun frein à l'apprentissage, à tout ça. Et ben en fait, si j'avais pas fait de sport, mes premiers échecs, je les aurais connus à 25, 30 ans. C'est trop tard. Tu vois. Et puis surtout, t'en as un de temps en temps, voilà, ou deux. Mais si tu n'as jamais perdu avant, c'est la cata. Donc je pense que pour l'entreprise, tu as cette première valeur de l'échec qui est largement sous-cotée, qui va avec une deuxième valeur, qui est celle de la prise de risque. Prise de risque mesurée, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un peu facile en théorie, quand tu joues pas avec ton argent, que tu développes des choses de manière très détachée de la réalité, sur des logiques comptables, tu vois, où tu décales tes trésoreries, où tu joues sans arrêt sur des prêts à droite à gauche, comme c'est voilà la vie d'une entreprise. T'as très vite fait de sortir de cette logique de bon père de famille qui préside sur des beaucoup plus petites sociétés, beaucoup plus petites entreprises. Et du coup, tu peux faire la tête brûlée. Tu vois. Tu peux aller trop vite, trop haut dans le mur. L'avantage du sport, c'est que là aussi, ça t'a appris à prendre des risques de manière maîtrisée, parce que quand t'en prends trop, tu tombes, tu te blesses, tu perds, tu te mets tes coéquipiers à dos dans un sport collectif. Hein, tu vois, donc, je pense que cette notion de prise de risque dans le sport, c'est une valeur importante pour l'entrepreneuriat, plus que toutes celles qu'on met habituellement en avant, comme la détermination. C'est plutôt même des mauvaises valeurs, tu vois, les valeurs qu'on met habituellement en général, c'est discipline. Ouais, alors t'as un peu la discipline, mais ça se perd un peu parce que c'est un peu générationnel dans les faits. C'est vrai, t'as raison. T'as la discipline, vraiment de la détermination et de la pugnacité, mais ça, je trouve que c'est pas une bonne valeur parce que c'est vraiment les sales côtés du haut niveau. Les côtés où en réalité, pour gagner, tu vendrais père et mère, tu vois. Et ça, je suis pas. Ça peut marcher à moyen court terme, je pense, dans le milieu de l'entreprise. Bon, il y a des milliers de contre-exemples, hein. Il y a des tas de salopards qui font des longues carrières en la mettant à l'envers à tout le monde, mais je pense quand même que... en tout cas, moi, c'est pas mes valeurs, et c'est pas ce que j'aimerais vendre dans mes entreprises ou dans des entreprises où j'interviens. Donc je me dis quand même que c'est pas le meilleur côté du sport, tu vois, c'est plus ce côté d'effort collectif au service de quelque chose qui est incertain, qui est difficile, qu'on va aller chercher avec un peu de chance, beaucoup de talent et énormément de travail. Un peu de chance, beaucoup de talent et énormément de travail. Tu sais, Brassens disait, le talent sans travail, ça n'est qu'une sale manie. Et donc je pense que les deux sont vraiment indissociables, tu vois. Et ça aussi, c'est une mauvaise valeur du sport. Quand t'as un mec hyper talentueux qui va pas au bout du truc, on dit « quel gâchis !» Bah non, c'est pas un gâchis du tout. Il avait un des paramètres, parmi d'autres, pour aller au bout. Et si on fait tout au talent dans la vie, en entreprise comme en sport, tôt ou tard, on trouve d'autres gens talentueux qui, eux, ont par contre travaillé très dur. Et là, l'étape d'après, c'est plus la même, quoi. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux gens talentueux qui travaillent très dur par rapport à la première marche du podium? Je pense que c'est la méthodologie de projet. Ah oui. Ouais. Je pense que c'est
En fait, il y a des sportifs, alors encore une fois, on va mettre de côté les 4-5 espèces d'étoiles filantes, les comètes, les mecs qui ont des qualités physiques hors normes, des Teddy Riner, des mecs qui de toute façon sont invincibles. Encore que, en plus, Teddy rentre exactement dans l'exemple que je vais donner tout à l'heure, c'est-à-dire que d'un seul coup, l'athlète n'est pas passif, l'athlète n'est pas suiveur d'un programme. Il va pas... on voit hein, les footeux qui vont te remettre ça sur le dos de l'entraîneur, du staff, de l'équipe, de tout ce que tu veux, et jamais... Non. Quand l'athlète est au cœur de son projet, comme c'est le cas beaucoup en tennis, par exemple, sur ceux qui gagnent, comme je dis à Teddy, il est vraiment comme ça. Il recrute son staff, il constitue son staff d'entraîneurs, de préparateurs physiques, de marketeurs, de conseillers financiers. Il construit tout ça, mais c'est lui le chef d'entreprise. C'est lui le boss. Et si c'est un boss juste, équilibré, intelligent, visionnaire, pondéré, alors à la différence de beaucoup d'autres CEO, lui, à un moment donné, il va se battre lui-même et il sera seul responsable de ses actes et de la réalité de sa boîte à la fin. C'est ça la particularité. Mais enfin, quand même, au cœur de tout, c'est lui qui décide, c'est lui qui prend les choses en main, c'est lui qui prend les décisions. Et au fond, à partir de là, finalement, tu as plein de décisions possibles qui vont t'amener à gagner. Mais tant que t'es pas dans cet état d'esprit-là, je pense qu'il en manque à la fin. Et donc tu peux être très besogneux, très talentueux. La grosse différence, ça va se faire par le chef de projet. Et j'ai l'impression que c'est pareil dans une entreprise. Avec toute cette expérience dont on a parlé, tous ces pivots que tu as pris au niveau du contenu, au niveau de ta vie, au niveau de toutes tes rencontres, etc., qu'est-ce que tu aimerais dire à Aurélien Broussal-Derval qui a, on va dire, 15 ans? Il y a 15 ans. Non, celui qui a 15 ans. Qui a 15 ans. L'ado. Celui qui a 15 ans quand j'étais dans les années 90 ou une version de moi aujourd'hui qui aurait 15 ans, c'est important. Non, celui qui avait 15 ans dans les années 90. Celui des années 90. Ouais. Je lui dirais, tu as raison, le partage du contenu est le plus important. Choisis mieux tes canaux dès le départ. Prends tout de suite des porte-voix très puissants, très maîtrisés. N'hésite pas à trouver de l'argent pour tout de suite créer du décalage et de la qualité. Ne sous-estime pas YouTube parce que typiquement, je ne l'avais pas vu venir. J'ai tout de suite eu une chaîne YouTube, hein, typiquement. Je n'imaginais pas du tout qu'il y ait une économie derrière. Autre que ce que je fais aujourd'hui, finalement, c'est-à-dire faire rentrer la boule en 2 ou 3 bandes. Mais j'imaginais pas une seconde que des gens pourraient vivre que de ça. Et alors, aussi bien, alors là, je suis encore stupéfait aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est sans doute une des erreurs majeures que j'ai faites dans mes jeunes années, de pas, alors même que c'est vrai, je suis pas digital natif, mais d'un autre côté, je suis early adopter, je suis technophile, un peu geek, et donc je n'ai aucune excuse pour ne pas avoir vu le truc avant, et en plus très sensible à la chose marketing. Et donc, je m'en veux encore un peu aujourd'hui de pas avoir vraiment pris à sa juste mesure le canal YouTube. Le canal YouTube notamment, principalement le canal YouTube. Et plutôt que d'écrire 11 livres, je dirais à mon petit moi, tu sais quoi, écris-en 3, c'est bien. Okay. Écris-en 3. Et tout le temps que tu vas brûler sur le reste, fais du YouTube de qualité, peut-être sur différentes chaînes variées, toujours dans les thèmes du sport, mais j'ai loupé un truc. Pourquoi tu t'y es mis qu'un à YouTube? Alors, j'ai ouvert ma chaîne tout de suite, en revanche. Mais avec sérieux, comme tu veux. De manière très sérieuse, très récemment. Pendant des années, YouTube ne servait que de réceptacle à mon podcast qui était quand même principalement consommé en audio. Okay. Et donc, j'en mettais la version vidéo sur YouTube, mais sans aucune stratégie de communication, pas de caption, pas de... Encore une fois, je respectais aucune bonne pratique. Rien qu'à aller. C'était pas sérieux, quoi. Non, c'était vraiment un disque dur. J'ai la vidéo, donc je mets la vidéo. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait que quelques mois, en réalité, que je prends ce temps-là pour vraiment développer. Et t'es surpris des résultats? Je suis pas surpris. Je sais maintenant. Ça fait 10 ans que je sais que j'aurais dû le faire. Maintenant, je me dis, ok, faut le faire. Là, je vais prendre le temps pour le faire pour de bon. Mais tu l'aurais bien priorisé avant, quoi. Ouais. Ok. Et... comme ça bouillonne toujours dans ta tête, est-ce qu'on peut parler du futur? Qu'est-ce que tu vois comme
pour le Aurélien Bostal-Derval dans les prochaines années? Tes projets, est-ce qu'il y en a un qui va prendre le devant par rapport aux autres? Un qui va plus servir les autres? Tu vois tout cet écosystème évoluer comment? Bon, c'est difficile à dire parce que j'ai beaucoup quitté ces dernières années la haute performance et la compétition, et même les sphères fédérales en général, pour être plus dans du conseil en extérieur. Tu vois, là, je vais participer à l'évaluation post-Jeux Olympiques de différentes fédérations sur leur performance, sur leur méthodologie de travail, etc. Donc je reste un petit peu impliqué, mais très peu. Du coup, c'est dur de répondre. Je pense que là, le gros de mon activité, ça va quand même la formation des coachs. C'est un peu l'aboutissement de tous ces chemins-là. Tu vois, j'ai ramifié les choses maintenant. Tout se réagrège en cette école de coach et de kiné. Je pense que c'est le gros sujet des 5 prochaines années. Le tout supporté par des réseaux de plus en plus puissants. Donc c'est vraiment mon focus. Dans 5 à 10 ans, on verra. C'est un monde très changeant, avec beaucoup d'évolutions possibles. On verra où ça mène. Eh ben, on te suivra. Avec grand plaisir. Et dans 5 ans, on refera la même interview pour voir si... On fera le débrief. Où est-ce que tu as vibré sur ce chemin-là? Mais de ce que j'entends, c'est que tu vas aller là où tu vibres, en tout cas. Et je pense que c'est... Enfin, je sais pas si c'est ta vision, mais je pense que c'est... Le bénéfice d'être entrepreneur aussi, c'est de choisir ton chemin et là où ton cœur t'apporte aussi, en emportant toutes les opportunités qui peuvent venir avec sur le passage. C'est un peu faire du judo, tu vois. Quand tu sais pas trop où ça va, tu restes bien debout, tu tiens le col et la manche, puis quand ça tire, tu pousses, quand ça pousse, tu tiens. On verra bien. Je pense que c'est une bonne leçon aussi pour l'entrepreneuriat, puis les dirigeants. Soyons tous un peu judokas. C'est ça, adaptons-nous. Adaptons-nous. Merci beaucoup Aurélien. Merci pour l'invitation, c'était super sympa. Une belle découverte, et puis j'espère que d'ici 5 ans, on aura de toute façon l'occasion de discuter d'un nouveau sujet tous les deux. Avec plaisir. Merci. Alors, que mettras-tu en place demain avec les idées partagées ici ? Restons connectés sur LinkedIn, je suis Barbara Manivet, et sur Instagram, leadkiwi.fr, L-E-A-D, kiwi comme le fruit.fr. Allez, passe une belle journée et à très bientôt dans un nouvel épisode au Kiwi Business Café. Bon, dernière chose, si tu aimes le podcast, abonne-toi et laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute, ça m'aidera à développer encore plus d'épisodes comme celui-là. À très bientôt et belle journée.